Oui, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue à la séance d'aujourd'hui, le webinaire intitulé Au-delà des affaires, meilleures pratiques en matière de leadership inclusif et de dévoilement de la santé mentale sur le lieu de travail. Donc, cette séance vous est proposée par le Paino. Merci. Je remercie les organisatrices de m'avoir invitée. Alors, juste pour commencer, je vais mentionner que l'une des meilleures pratiques d'accessibilité que nous suivrons tout au long de cette session aujourd'hui consiste à donner des descriptions verbales des images utilisées. Ainsi, à l'écran s'affichent des silhouettes de personnes aux couleurs de l'arc-en-ciel, illustrant la diversité à travers une multitude de couleurs, justement, et d'aptitudes. Alors, au bas de l'écran ici se trouvent deux logos, celui du gouvernement du Canada et celui du Collège boréal aussi. Donc, juste pour vous donner un peu plus de contexte sur qui nous sommes, j'aimerais partager avec vous un petit peu sur l'objectif de notre projet. Donc, le projet L'inclusivité fonctionne, qui est financé par Emploi et Développement social Canada, vise à doter les employeurs des connaissances et des compétences, des ressources nécessaires pour recruter, accueillir ainsi que soutenir les employés ayant un handicap. Donc, grâce à des activités de sensibilisation et ainsi à des mesures de soutien supplémentaires basées sur leurs besoins spécifiques, notre objectif est vraiment de donner aux employeurs les outils nécessaires pour créer un lieu de travail diversifié et inclusif, en renforçant les opportunités, l'accessibilité et l'équité pour les personnes vivant avec un handicap. Alors, avant d'entrer dans le contenu du webinaire, je vais juste prendre un petit moment pour me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, sur cette diapositive, il s'agit d'une image de moi-même. J'ai la peau brune, les cheveux bouclés et je porte un manteau rose pâle. Alors, le texte sur cette diapositive illustre mon nom, Daphné Traoré-King, et mon titre, Agent de soutien à l'inclusion pour la région du nord de l'Ontario. Donc, bonjour à tous et merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Alors, cette session est divisée en deux parties et puis en un peu plus moins de 40 minutes, nous allons examiner les meilleures pratiques en matière de leadership inclusif, en particulier le langage inclusif, et la deuxième partie portera sur la santé mentale sur le lieu de travail. Alors ici, sur la diapositive, on peut voir nombreux icônes de personnes multicolores en forme de cœur et le titre indique langage inclusif. Donc, il est très important d'utiliser un langage inclusif. Il s'agit juste simplement de choisir des mots qui permettent à chacun de se sentir vraiment bienvenu et respecté. Donc, cela signifie simplement éviter les termes qui pourraient involontairement exclure certaines personnes. Par exemple, au lieu de dire un ou une vendeur-vendeuse, qui pourrait sembler un peu spécifique au genre, peut-être qu'on pourrait utiliser à la place représentant commercial, par exemple. En choisissant soigneusement vos mots, vous contribuerez aussi à créer un espace où chacun se sent à l'aise et inclus. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être poli, il s'agit de s'assurer que tous les candidats et employés, quelles que soient leurs origines, ont vraiment le sentiment de pouvoir être eux-mêmes en milieu de travail. Alors, ceci s'applique aussi si vous rédigez des offres d'emploi, du contenu pour votre site web, des documents de travail. Pensez justement à la manière dont votre langage pourrait être perçu. Donc, l'utilisation d'un langage inclusif contribue à rendre votre lieu de travail plus accueillant et plus équitable pour tous. Alors, sur la diapositive ici, on voit trois personnages assis et debout devant un tableau blanc avec des géantes bulles de texte au-dessus de leur tête. Alors, pour développer le premier principe de la communication accessible, on va en parler un petit peu plus de l'utilisation d'un langage simple. Donc, alors que nous nous efforçons de créer un lieu de travail inclusif et vraiment accessible, l'utilisation d'un langage simple dans les offres d'emploi, dans les politiques de travail, les documents que nous utilisons pour nos emplois, même dans les courriels que nous écrivons et que nous envoyons, est vraiment une étape cruciale. Cela signifie simplement écrire d'une manière claire, directe et facile à comprendre. Donc, en évitant le jargon complexe ou bien les phrases longues. Euh,
Cette approche garantit que tous les candidats et les employés, y compris ceux qui sont en situation de handicap, ou peut-être même pour qui l'anglais ou le français n'est pas leur langue maternelle, peuvent facilement saisir l'information. Par exemple, réfléchissez à la différence entre une déclaration complexe et peut-être une déclaration en langage simple. Donc, dans une offre d'emploi, au lieu de dire le candidat doit posséder des compétences exceptionnelles en résolution de problèmes et démontrer sa capacité à naviguer dans des scénarios complexes avec une prévoyance stratégique et une précision, on pourrait simplement dire tout court, nous avons besoin de quelqu'un qui peut résoudre les problèmes efficacement et gérer les situations délicates avec une réflexion claire et une bonne planification. Donc, en utilisant un langage simple, vous rendez le contenu plus accessible à un public beaucoup plus large. Donc, cette approche simple permet aussi de garantir que tous les candidats potentiels, ou ainsi les employés ou clients actuels, ont les mêmes chances de comprendre et d'utiliser les informations en ce qui concerne favoriser ainsi un environnement plus inclusif et plus efficace. Alors, sur la droite de l'écran ici se trouve l'image d'une femme de bande dessinée tenant un presse-papier. Donc, de nombreuses personnes bénéficient d'instructions claires et détaillées, en particulier en milieu de travail et lorsqu'on leur confie de nouvelles tâches et de nouveaux rôles. Donc, nous allons voir comment donner des instructions claires et précises. Euh, donc, justement, la première étape, c'est soyez précis. Donc, vos instructions doivent inclure tous les détails pertinents. Par exemple, au lieu de simplement faire référence à un document par son nom, c'est mieux de lier l'emplacement direct sur votre serveur. Donc, un autre exemple serait, au lieu de dire saisir les données sur la feuille de calcul, mieux de spécifier la colonne exacte. En ce qui concerne donner plus d'étapes, donc, ne présumez pas que l'employé, le client, sera en mesure de combler les lacunes. Indiquez tout ce qui doit être fait de A à Z dans un processus vraiment étape par étape. Le troisième principe, c'est soyez littéral. Donc, évitez les expressions familières, le sarcasme et les blagues dans vos instructions aussi. Le quatrième ici, c'est écrivez-le ou bien notez-le. Donc, ne vous fiez pas uniquement à ce que les instructions verbales soient assez. Des instructions écrites peuvent être très utiles aussi. Et finalement, nous avons connectez-le à la vue d'ensemble ou à la grande image, disons. Donc, expliquez comment les tâches ou les processus s'imbriquent. Ne présumez pas que parce que vous avez dit comment faire que vous avez dit comment faire quelque chose dans une situation particulière, que la personne appliquera ses connaissances dans une autre situation. Donc, expliquez quand il s'agit vraiment d'un processus ou d'une politique, d'une pratique standard. Alors, voyons quelques règles sur le langage inclusif qui sont énumérées sur la diapositive de 1 à 6. Alors, numéro 1 ici, les personnes d'abord. Donc, on accorde la priorité aux personnes. Par exemple, au lieu de dire une femme aveugle ou une vendeuse, nous pourrions mettre la personne en premier et simplement dire euh, une femme, par exemple, une femme de notre équipe de vente. Et j'aimerais juste mentionner que ceci n'est pas le cas en ce qui concerne les personnes autistes. C'est plutôt une règle générale, une bonne pratique générale de mettre la personne en premier. Pour les personnes autistes, ils préfèrent l'identité de l'autisme qui passe en premier. Alors, numéro 2, ici, on a utilisé des expressions universelles. Donc, utiliser un langage universel signifie éviter les termes déroutants, par exemple, lancer la balle ou comme expression qu'on pourrait plus résumer par démarrer le projet, un exemple comme ça. Le troisième ici, c'est qu'on aimerait tenir compte de l'impact de la santé mentale. Donc, il est également important de reconnaître les troubles de santé mentale dans un langage inclusif. Des termes comme bipolaire ou le TOC ou le TDAH sont de véritables diagnostics de santé mentale que les gens pourraient avoir. Donc, les utiliser pour décrire des comportements quotidiens
cherche vraiment à minimiser l'impact des expériences des personnes avec cette condition, disons. Donc, si souvent on utilise l'expression ou quelqu'un pour décrire je suis tellement toc à propos de l'organisation de mon bureau, alors qu'on pourrait simplement juste dire qu'on aime bien organiser son bureau. Numéro 4, c'est d'utiliser un langage neutre. Donc, au lieu d'utiliser, utiliser un langage neutre le plus que possible en français. Donc, au lieu d'utiliser les gars ou les filles pour adresser à un groupe de personnes, ce qui est un langage plus genré, une option plus inclusive ferait référence à un groupe de personnes comme les gens ou l'équipe ou bien vous tous. Numéro 5, ça concerne l'imagerie. Donc, l'imagerie joue un rôle clé pour attirer les demandeurs d'emploi qui valorisent la diversité et l'inclusion, ainsi pour vos clients en tant qu'entrepreneurs. Donc, c'est pourquoi les images que vous choisissez pour votre site web, pour vos supports promotionnels et vos publicités doivent refléter un environnement de travail diversifié et inclusif. Et le dernier, numéro 6, est de demander. Donc, c'est la question, la règle la plus importante, disons. Elle pourrait être prioritaire, mais donc, il est très important de demander d'abord à la personne si vous n'êtes pas sûr comment les adresser. Donc, par exemple, tu pourrais demander à la personne par rapport à leur pronom qu'ils préfèrent ou comment quelqu'un aimerait être décrit ou même la prononciation de leur prénom. Donc, si vous n'êtes pas sûr, il faut mieux demander que de présumer. Le langage inclusif vise à mettre la personne en premier plutôt que les autres aspects de leur identité ou les discordances de son identité. La plupart des gens sont vraiment heureux de vous expliquer le langage descriptif qui leur permet de se sentir correctement reconnus et respectés. Alors, sur l'écran ici, on voit des icônes noires, l'une représentant un symbole d'interdiction, indiquant un langage à ne pas utiliser, et l'autre un geste de pouce levé, indiquant un j'aime, un like, représentant un langage approprié. Donc, pour cette petite séance aujourd'hui, on va parler de certaines expressions encore trop souvent utilisées qui peuvent paraître banales, mais qui renforcent des stéréotypes blessants ou stigmatisants, surtout en lien avec la santé mentale ou les handicaps. Donc, par exemple, l'expression dire il est fou ou bien elle est folle. Cette expression réduit une personne à un stéréotype et perpétue l'idée que les troubles de santé mentale sont synonymes de la folie ou de dangerosité. Donc, une meilleure façon de dire serait que la personne en question vit avec une condition de santé mentale. Ensuite, nous avons l'expression c'est fou. Donc, quand on utilise c'est fou pour décrire un événement ou bien une situation, on banalise encore une fois le mot et indirectement les réalités des personnes qui vivent avec un trouble mental. Donc, à la place, on pourrait dire c'est ridicule, euh, c'est pas croyable ou c'est incroyable. Similaire pour l'expression ou se référer à la personne comme être bipolaire, on pourrait simplement dire euh, que la personne en question, soit il ou elle, vit avec une condition bipolaire, parce que cela montre qu'il ne s'agit que d'un aspect parmi d'autres de son identité, au lieu de utiliser la phrase elle est bipolaire qui définit la personne uniquement par son diagnostic. Le dernier exemple ici, à l'écran, nous avons la température est bipolaire. Donc, ce genre d'usage détourne encore une fois un terme médical sérieux pour décrire des objets ou même des phénomènes. Euh, et donc, ça banalise la condition aussi. Donc, à la place, on pourrait tout simplement dire que la température est imprévisible. Donc, le but ici n'est pas d'être trop politiquement correct, mais bien de faire preuve d'attention, de respect et de ne pas perpétuer encore des idées fausses ou blessantes, ne pas banaliser certaines conditions, parce que les mots ont un impact et choisir un langage inclusif, c'est une manière concrète d'inclure tout le monde. Alors, quelques d'autres exemples ici ou expressions qu'on entend encore trop souvent, mais qu'on gagne à les remplacer. Ici, référer à une personne comme il ou elle est handicapé. Donc, cette formulation réduit la personne à leur handicap comme si c'était la seule caractéristique.
Donc, on pourrait dire à la place, il ou elle vit avec un handicap. Donc, on remet l'humain au centre et on reconnaît que le handicap fait partie de sa réalité, mais ne le définit pas entièrement. L'expression ou la phrase «c'est un parano». Donc, employer ce genre d'étiquette renforce la stigmatisation autour de l'anxiété ou de d'autres troubles de santé mentale. Donc, à la place, on pourrait dire «il manifeste de l'anxiété» ou bien «il semble inquiet», par exemple, selon le contexte. C'est plus descriptif et moins stigmatisant. Le prochain, nous avons les sourds et malentendants. Donc, cette expression est souvent utilisée, mais elle reste impersonnelle et genre généraliste, et généralise deux réalités séparées distinctes. Donc, on privilégie les personnes sourdes ou malentendantes, euh, parce que ce sont pas exactement les mêmes. Donc, cette formulation centrée sur la personne, encore une fois, reflète mieux les principes d'inclusion. L'avant-dernier exemple que j'ai ici à l'écran, c'est «elle a pété une coche». Donc, une expression populaire, mais qui tourne souvent en dérision des réactions émotionnelles intenses, parfois liées à des enjeux de santé mentale ou de surcharge. Et c'est surtout une expression utilisée en ce qui concerne les femmes. Donc, on pourrait simplement dire elle a réagi fortement à à la situation. Et c'est plus neutre et c'est moins moqueur aussi. Et puis le dernier exemple que j'ai ici, c'est un cas lourd. Donc, ce type d'étiquette déshumanise la personne et donne l'impression qu'elle a un fardeau. Donc, l'alternative serait qu'il ou elle a des besoins complexes. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de censurer le langage, mais simplement de faire des choix plus conscients. Parce qu'on ne sait jamais ce que vit la personne devant nous ou qui nous écoute. Donc, en adaptant notre vocabulaire, on contribue à créer des milieux de plus bienveillant et inclusif pour tous. Alors, juste pour, excuse-moi, juste pour conclure cette petite section, rappelez-vous que nos choix en matière de communication ont un impact direct sur l'inclusion. Donc, chaque mot, chaque image, chaque outil qu'on utilise peut faire une différence. En intégrant les principes d'accessibilité et de respect dans nos communications quotidiennes, on crée des milieux plus ouverts, plus humains et plus efficaces aussi. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions, de revoir vos pratiques et surtout de vous entourer de personnes concernées pour vous guider. L'inclusion, c'est un processus continu et ça commence avec chacun de nous. Alors, affiché à l'écran ici se trouve une image en noir et blanc de trois têtes, une qui comprend le symbole faible batterie, l'autre qui héberge le symbole de l'orage, et puis la dernière qui comprend une corde mêlée. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé mentale est un état de bien-être qui nous permet de faire face aux défis du quotidien, de réaliser notre potentiel, d'apprendre, de travailler efficacement et de contribuer à la vie communautaire. Donc, la santé mentale ne se limite pas à l'absence de maladie, elle fait partie intégrante de notre santé globale. Donc, elle est influencée par de nombreux facteurs comme notre environnement de travail, nos relations sociales, notre mode de vie, donc nos sommeils, par rapport à notre alimentation, notre consommation aussi, notre histoire personnelle, l'accès aux soins et notre situation socio-économique. Donc, parlons maintenant des conditions de santé mentale. Par exemple, la dépression, l'anxiété ou la bipolarité que nous allons voir dans les diapositives prochaines. Donc, ces conditions peuvent se manifester par des changements dans la façon de penser, de ressentir ou d'agir. Elles peuvent créer des obstacles dans la vie quotidienne, par exemple la difficulté à se concentrer, la perte d'intérêt pour certaines activités, l'isolement social ou une grande fatigue émotionnelle. Donc, ces changements peuvent être visibles pour la personne concernée, mais aussi auprès de ses proches. Donc, il est important de savoir qu'il est possible de vivre avec une condition de santé mentale et de s'épanouir, surtout lorsqu'on a accès à du bon soutien. Un milieu de travail sain peut soutenir la santé mentale, tout comme un climat stressant ou désorganisé pourrait nuire. Il est donc important de considérer à la fois les facteurs personnels et les facteurs structurels ou environnementaux. Enfin, rappelons-nous que la santé mentale est un droit humain fondamental. Elle est essentielle pour notre épanouissement personnel, mais aussi pour le développement social et économique de nos communautés. Alors,
Sur la diapositive ici, on a une image, un graphique illustrant le spectre du double continuum de la santé mentale qui a été développé par Corey Keyes. Donc, tout le monde a une santé mentale, bien que chaque individu comprenne la santé mentale à sa propre manière et en fonction de son milieu culturel, il est peut-être utile de considérer la santé mentale comme un éventail ou comme un spectre ici. D'un côté, il y a la bonne santé mentale, disons, et de l'autre, la santé mentale précaire. Donc, nous évoluons tout au long de ce continuum. Nous sommes toutes parfois aux prises avec une mauvaise santé mentale en fonction de ce qui se passe dans nos vies et de plusieurs autres facteurs. Donc, tout le monde ne vit pas nécessairement avec une maladie mentale qui, comme la santé mentale, peut fluctuer. D'un côté du continuum, il y a l'absence d'une maladie mentale diagnosticable, donc soit avec des symptômes minimes ou bien inexistants. Et puis de l'autre côté se trouve la maladie mentale grave. Donc pour cette raison, la santé mentale et la maladie mentale sont en fait deux notions distinctes qui se recoupent tout de même. Donc, c'est vraiment plus un double continuum sur lequel nous évoluons tous. Il est également utile de savoir que les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie mentale peuvent quand même se sentir bien mentalement. De même, les personnes sans ce diagnostic peuvent souffrir d'une santé mentale précaire et avoir besoin de plus d'aide. Donc, pour mieux comprendre, faisons la comparaison avec la santé physique. Par exemple, si une personne vivant avec du diabète, donc une maladie physique, dispose de ce dont il ou elle a besoin pour gérer leurs conditions, ils peuvent se sentir bien et avoir une bonne santé physique malgré leurs conditions. Et puis, il en va de même pour une personne diagnostiquée de dépression, donc maladie mentale. Si elle, par exemple, dispose de ce dont elle a besoin pour gérer sa condition, gérer la dépression, elle peut également se sentir bien mentalement et jouir d'une bonne qualité de vie. Et c'est pour ça qu'il est important et essentiel d'obtenir un traitement et avoir de l'aide et un système de soutien aussi. Alors, affiché à l'écran ici, il y a quatre icônes, un d'une horloge, une d'une foule diversifiée, ainsi qu'une icône de deux bonhommes ensemble, et puis une dernière, un graphique avec un symbole d'argent et une flèche pointant vers le bas. Alors, pourquoi nous préoccupons-nous de la santé mentale au travail? Les employeurs ont le devoir légal de prendre toutes les précautions raisonnables pour prévenir les blessures et les maladies. Donc, cette responsabilité inclut la gestion des risques, donc les facteurs liés au travail, qui conduisent à des blessures psychologiques et à des maladies. En moyenne, une personne passe 90 000 heures au travail au cours de sa vie. Ceci représente environ 3 750 jours dans une vie, comparé à 368 jours pour socialiser avec des amis. La deuxième statistique ici, 500 000 personnes s'absentent du travail chaque semaine au Canada en raison de problèmes de santé mentale. La troisième statistique ici, un adulte sur deux a eu ou aura un problème de santé mentale d'ici l'âge de 40 ans. Et la dernière indique que 51 milliards de dollars canadiens est le fardeau économique annuel des maladies mentales au Canada. Alors, regardons maintenant à quelques faits, quelques autres faits plus saillants. Donc, d'après les résultats de recherche de Deloitte Canada, les entreprises qui investissent dans des programmes de santé mentale depuis plus de 3 ans peuvent constater un retour d'investissement allant jusqu'à 6 dollars pour chaque dollar dépensé. Le deuxième fait ici, alors nous avons le fardeau des maladies mentales et des problèmes de toxicomanie en Ontario est de 1,5 fois plus élevé que l'ensemble de tous les cancers réunis et plus de 7 fois celui de toutes les maladies infectieuses. Le troisième fait, donc le coût moyen d'un congé pour l'employeur est de 18 000 dollars, soit plus de 2 fois le montant des blessures physiques. Le quatrième indique que seulement 23% des personnes se sentent à l'aise de partager leurs problèmes au travail.
L'avant-dernière indique que 45% des répondants d'un sondage ont indiqué que les gestionnaires superviseurs au sein de leurs organisations jouaient un rôle dans la promotion et le soutien de la santé mentale euh, au travail par le biais de programmes, de politiques ou de d'autres initiatives. Et la dernière, que les problèmes de santé mentale et toxicomanie sont les principales causes d'invalidité ou de handicap au Canada et dans le monde. Donc, je vais juste prendre un petit moment. Ok. Pardon. Alors, à l'écran ici se trouve une image de silhouette de tête dans les couleurs rose, bleu, vert et jaune. Donc, parmi les conditions de santé mentale les plus fréquentes, nous retrouvons l'anxiété qui englobe la phobie, l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, ainsi que les difficultés liées à la panique et l'agoraphobie. Des personnes peuvent également être confrontées à un stress post-traumatique, donc le TSPT, ou avoir des problèmes d'humeur causés par la dépression et la bipolarité. Donc, elles peuvent aussi vivre avec des conditions psychotiques telles que la schizophrénie, ou bien des problèmes liés au déficit d'attention et d'hyperactivité, plus communément appelé le TDAH. Donc, nous allons voir dans la prochaine diapositive par rapport aux signes à surveiller en milieu de travail. Donc, au milieu de l'écran ici se trouve une image d'une personne avec une main sur la tête, l'autre enroulée autour d'elle-même, et elle semble avoir du mal. Donc, le titre lit Signes à surveiller en milieu de travail. Donc, à gauche de l'écran ici, nous avons quelques signes qui pourraient indiquer qu'un ou une collègue vit un défi lié à la santé mentale par rapport au comportement. Euh, et ensuite, à la droite de l'écran, nous avons une petite liste par rapport à l'apparence. Donc, ce qui est du côté comportemental, on pourrait observer du présentéisme, donc c'est-à-dire venir au travail, mais sans être pleinement fonctionnel au travail. On pourrait voir aussi des retards ou des absences fréquentes, peut-être une baisse notable de productivité ou de motivation, un retrait social ou un isolement accru, des conflits avec des collègues ou avec la direction, des signes d'indécision ou une difficulté à gérer les priorités, ainsi d'une augmentation des erreurs ou même des accidents de travail. Et ensuite, par rapport au côté physique, certains indices peuvent aussi être présents, donc une apparence négligée ou bien une mauvaise hygiène inhabituelle. Et ça, c'est pour comparer pas à d'autres personnes, mais par rapport à la personne en question, par rapport à leurs habitudes d'hygiène. On pourrait aussi on pourrait aussi regarder pour des signes de fatigue ou d'épuisement, des plaintes physiques récurrentes comme des maux de tête, des douleurs musculaires ou des sensations d'inconfort, donc par exemple des tremblements, des transpirations, des agitations, etc. Donc, il est toutefois essentiel de se rappeler que l'apparition de ces signes ne signifie pas automatiquement qu'il y a un trouble de santé mentale. Ils peuvent avoir différentes causes. L'important est d'adopter une approche bienveillante et d'ouvrir la porte à la discussion. Alors maintenant, parlons de la stigmatisation. Qu'est-ce que c'est la stigmatisation? Elle réfère aux attitudes, aux croyances ou bien aux comportements négatifs à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur situation personnelle. Donc, elle inclut la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes qui peuvent isoler les personnes qui consomment des drogues ou la santé mentale, excuse-moi. Donc, le manque de connaissances sur la santé mentale propage la peur et la désinformation, l'étiquette des individus et perpétue les stéréotypes et renforce la stigmatisation. Donc, quel impact cela a-t-il sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale? La stigmatisation affecte la façon dont les gens peuvent penser, ressentir et agir envers ceux qui sont considérés comme étant différents. D'ailleurs, 75% des travailleurs seraient réticents ou refuseraient de divulguer euh, un diagnostic de santé mentale à leur employeur ou à un collègue. Donc, le langage que nous utiliserons
est très important lorsqu'on parle de santé mentale. Les mots que nous utilisons façonnent notre vision du monde et de nous-mêmes. Donc, les mots que nous choisissons et les significations que nous leur attachons aussi influencent nos décisions, nos croyances ainsi que notre bien-être. Donc, nous avons le choix du langage que nous utilisons pour décrire, pour nous décrire, pour décrire les autres et le monde qui nous entoure. Donc, faisons la preuve avec prudence. Alors, affiché à l'écran ici se trouve une image de deux collègues assises à une table. Si vous pensez qu'un membre de votre équipe, qu'un client, qu'un membre de votre famille même souffre d'une mauvaise santé mentale ou s'il vous en parle, il est essentiel que vous ayez une conversation sensible et solidaire avec lui au sujet de leurs besoins. Donc, cela vous aidera à évaluer et à introduire le soutien ou les ajustements appropriés. Donc, pour gérer efficacement la santé mentale au travail, vous aurez besoin de bonnes compétences en gestion des personnes ainsi que d'empathie. Donc, nous allons voir vite fait 6 étapes qui vous guideront avant, durant et après la conversation. Donc, la première étape, c'est la planification. Donc, quand vous remarquez qu'un collègue ou qu'un employé ou bien un membre de votre famille traverse une période difficile, il est essentiel de planifier votre conversation. Donc, préparez ce que vous voulez dire en documentant vos préoccupations avec des exemples concrets. Par exemple, vous pourriez dire que j'ai remarqué que tu as du mal à arriver à l'heure au travail. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Ça vaut la peine aussi de prendre le temps de vous renseigner sur les ressources disponibles, que ce soit dans votre entreprise, dans la communauté en ligne, dans la communauté ou bien en ligne. Et souvenez-vous de l'importance du langage corporel. Donc, un regard respectueux et une posture ouverte feront toute la différence. La deuxième étape, c'est de fixer une date ou de prendre rendez-vous. Donc, choisissez un lieu calme, neutre et loin des distractions et des autres employés. Donnez à la personne toute votre attention, donc rangez votre téléphone, votre ordinateur, portable. Ce moment doit être pensé comme un vrai échange, pas simplement, tout simplement comme une case à cocher. Donc, même si vous êtes en virtuel, informez bien la personne du sujet de la conversation pour qu'elle puisse se permettre euh, d'être dans un espace privé. La troisième étape ici, c'est la confidentialité. Donc, dès le début, soyez clair sur les limites. Vous ne pouvez pas promettre de tout garder entre vous, surtout si la sécurité de la personne ou celle d'autrui est en jeu. Mais il est important de créer un climat de confiance sans jugement. La quatrième étape ici, c'est s'adresser à la première personne. Donc, utiliser des phrases comme je remarque que tu sembles fatigué ou préoccupé ces derniers temps, ou encore je suis inquiet pour ta productivité. Comment puis-je t'aider? Euh, il est important d'éviter les réponses comme je comprends ou parler de vos propres problèmes ou expériences. Donc, ce n'est ni un concours ni le bon moment d'y faire. Et n'ayez pas peur d'avoir du silence dans votre conversation. Il donne de l'espace à la réflexion. La cinquième étape ici, c'est peut-être les questions à poser et ceux à éviter. Donc, quelques exemples de questions ouvertes à poser, ça serait comment vas-tu en ce moment? Parce que ça donne à la personne la chance de répondre avec plus de profondeur, pas un simple oui ou non. Ou bien, as-tu parlé à quelqu'un ou cherché de l'aide? Vous pouvez aussi demander qu'est-ce qui pourrait t'aider concrètement. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de suivi. Donc, cette étape est vraiment essentielle. Après la conversation, écrivez un petit message de suivi si possible. Notez ensemble les prochaines étapes à suivre, qui fait quoi et ce qu'il faut mettre en place pour soutenir la personne. Donc, cela montre votre engagement et aide aussi à construire une relation de confiance durable. Alors, à l'écran ici, vous voyez juste le bas des jambes et des pieds de plusieurs personnes debout. Donc, voyons ensemble quelques exemples de mesures d'adaptation que l'employeur pourrait offrir à ses employés ou que comme l'employé, vous pourrez demander à votre employeur. Donc, à ce qui concerne les horaires et les heures de début, plus flexible, écouter de la musique pour aider à la concentration, offrir des instructions à la fois par écrit et verbalement, changer l'emplacement du bureau si possible,
créer des listes de contrôle écrites pour effectuer des tâches, organiser des réunions de supervision, peut-être des vérifications hebdomadaires, changer aussi la fréquence des pauses, préparer un espace calme attribué dans le bureau pour la décompression et finalement peut-être offrir un modèle de travail hybride si cela est possible. Alors, sur cette diapositive, on voit deux personnes assises avec deux bulles au-dessus de leur tête, montrant leurs pensées. Et le titre dit Sécurité psychologique au travail. Alors, une grande partie de ce qui rend un environnement de travail inclusif réellement plus inclusif est sa sécurité psychologique. La sécurité psychologique au travail signifie que les gens se sentent libres de s'exprimer sans craindre des conséquences négatives comme la gêne ou bien la punition en ce qui concerne la répercussion. Autrement dit, la sécurité psychologique signifie se sentir à l'aise pour prendre des risques, partager des idées, des opinions ou bien des préoccupations ouvertement au travail. La sécurité psychologique au milieu de travail repose sur trois piliers principaux, trois piliers clés, ce qui est de prévenir les biais, promouvoir la santé et résoudre les incidents et les préoccupations. Donc, quelques stratégies pour promouvoir la sécurité psychologique au niveau des trois piliers seraient de promouvoir une culture où les erreurs sont vues comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des échecs. Deuxièmement, encourager les leaders à montrer de la vulnérabilité et à partager leurs propres expériences et défis. Et finalement, offrir des options de travail flexibles quand possible, comme le télétravail et les horaires flexibles. Alors, pour maintenir un bon équilibre au travail ou de travail-vie personnelle est essentiel pour préserver notre bien-être mental. Donc, quelques stratégies simples mais efficaces par rapport à ce qui concerne à la maison. Euh, c'est de créer une transition claire entre le travail et la maison. Donc, même si vous travaillez à domicile, il est important de signaler à votre cerveau que la journée de travail est terminée. Donc, une courte promenade, un petit mot croisé ou même écouter de la musique peuvent aider à marquer cette coupure avant de passer à votre routine de soir. Deuxièmement, réévaluer vos tâches. Donc, tout ne doit pas reposer sur vos épaules. Identifiez ce qui est essentiel, ce qui pourrait être délégué et ce que vous pouvez aussi tout simplement laisser tomber, laisser aller. C'est une manière concrète de réduire le stress inutile. Et puis, le dernier exemple à l'écran, c'est de bouger un petit peu à chaque jour. Donc, faites de l'exercice. Même pendant juste 15 minutes peut vraiment faire une différence. Donc, cela aide à libérer l'esprit, à diminuer les tensions et à améliorer l'énergie générale. Donc, l'important ici, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de le faire de petits gestes cohérents qui favorisent votre équilibre au quotidien. Et là, pour quelques pratiques concrètes pour maintenir un bon équilibre mental et une meilleure productivité au travail. Quelques exemples à l'écran. Premièrement, nous avons prenez des pauses régulières. Donc peut-être une pause de 10 minutes tous les 2 heures peut sembler peu, mais elle améliore vraiment la concentration et l'efficacité à travers la journée. Et puis à la fin de la journée, vous aurez accompli plus avec moins d'épuisement. Deuxièmement, nous avons planifié votre journée à l'avance. Donc, avant de terminer votre journée, prenez quelques minutes pour fixer vos priorités pour le lendemain. Assurez-vous que vos objectifs sont réalistes selon le temps et les ressources dont vous disposez aussi. Troisième exemple, nous avons géré les courriels de façon intelligente. Donc, essayez de répondre aux courriels seulement une ou deux fois par jour. Ensuite, fermez votre messagerie pour ne pas être constamment interrompu. Donc, cela permet de rester concentré sur les tâches importantes. Et puis, dernièrement, nous avons protégé vos limites personnelles. Donc, même si on est passionné par son travail, il faut savoir, genre, se décrocher un petit peu, désactiver les notifications lorsque vous êtes en dehors des heures de travail et ne vous sentez pas obligé d'être disponible en tout temps non plus. Donc, ces habitudes contribuent à préserver votre énergie mentale et à éviter le surmenage aussi. Donc ici à l'écran se trouve l'image d'une ligne ondulée et le titre lit La guérison n'est pas linéaire. Donc il est important de savoir que le chemin vers la guérison est possible, mais il est différent pour chaque personne. Autrement dit, le rétablissement n'est pas linéaire.
Il ne faut pas oublier qu'une personne vivant avec une maladie chronique peut connaître des rechutes aussi. Donc, il est important de continuer à soutenir l'employé, le client, le collègue, peut-être le membre de votre famille même, soutenir tout au long et l'accommoder tout au long de son parcours aussi. Donc, voilà ce qui conclut notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette session. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez faire part de vos questions par courriel inclusivité.function@collegeboreal.ca ou bien à travers du panneau. Merci. Merci beaucoup, Daphné, pour cette belle présentation. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on a juste 2 minutes. OK. Ou si les questions ne viennent pas. Ah, oh, Liliane. OK. Liliane, qui a un petit moment. OK, c'est bon. Un petit moment. Ah, vous avez toujours votre micro en sourdine. Ah, ah, OK. OK, j'essaie de la. OK. Voilà. C'est bon. Oui, c'est mieux. Oui, en fait, c'est pas une question. Je voulais demander si c'est possible qu'on puisse se présenter. On n'a pas eu le temps de le faire au début. Et... Mhm. OK, pas de souci. Moi, je me suis présentée déjà. Oui. Liliane, tu peux prendre la parole, comme ça, Awa et les autres vont se présenter aussi. Voilà. Oui, ben moi, c'est Liliane. Je vis à Thunder Bay et je suis entrepreneur et je suis vraiment contente de faire partie de ce webinaire et j'espère que ce sera vraiment une, que ce soit une D'accord. habitude pour moi parce que c'est vraiment, ce webinaire est tellement important. Tout ce que j'ai entendu m'a tellement touchée et aussi m'a permis de comprendre de quelques lacunes que j'ai dans ma vie quotidienne euh, et même dans ma façon de gérer l'équipe parfois. Ok. Merci beaucoup, Liliane. Au Mhm. revoir. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Awa. Je suis à Thunder Bay depuis 5 mois. Je suis hôtelière et entrepreneur. Et merci à Daphné pour cette belle présentation. En tout cas, c'est quelque chose qui me touche parce que je le vis en entreprise. Mhm. Je le subis, voilà, déjà en tant que personne noire, et Mhm. en même temps reconnaître les mots qu'il faut utiliser, qu'il faut dire dans un contexte qui est différent de là où j'ai l'habitude de vivre, c'est très Mhm. important. Donc, merci pour, même si c'était en last minute, heureusement que j'étais disponible aujourd'hui. Voilà, Mhm. merci pour ça. Vous allez bien? Moi, c'est Christina. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour la belle présentation aujourd'hui. Ok. Merci. Merci. Ok. Ok, qui d'autre? Je vois que Hollande n'est pas. Ok, on va terminer. On a déjà dépassé d'1 minute. Donc, nous OK. espérons que vous allez repartir avec des outils concrets et une nouvelle perspective sur la manière dont le leadership inclusif et la sensibilisation à la santé mentale peuvent renforcer votre entreprise et le milieu du travail. Être attentif à ces enjeux n'est pas seulement une bonne pratique, c'est l'essentiel. Un leader efficace sait reconnaître le climat émotionnel de son équipe et créer un espace où chaque voix est vue et entendue et valorisée. Ok, merci encore, Daphné, pour cette belle présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer à info @nobi.ca ou bien à inclusivité fonctionne collègeboréal.ca, Daphné. Je Et peux juste rajouter quelque chose, Karine, s'il vous plaît, parce qu'à bien chaque fois sûr, on parle d'équipe, mais on oublie toujours les leaders, parce qu'eux aussi ils subissent et c'est très dur, c'est très très dur. En tant que manager, en tant que directeur, en tant que chef d'entreprise, on nous donne toujours qu'il faut penser à son équipe, mais qui pense à nous? Et ça, c'est très fort mentalement parlant. Ah oui, j'adhère. J'adhère oui, 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 tout complètement. à fait. Oui, tout à Moi fait. aussi. Mhm. OK. Roland, tu es là.
si tu peux t'introduire rapidement et on va clôturer. Bonjour tout le monde, moi c'est Rolande. Je suis euh, la manager de Holy Cleaning. C'est une agence pour le nettoyage des maisons et des espaces commerciaux. Ouais. Merci, ça fait un plaisir de vous connaître et puis merci pour la présentation. Ouais. Merci à tout le monde, merci. Donc, cette séance est enregistrée, comme je l'ai dit au début, et si vous voulez la revoir encore, ça sera disponible sur YouTube ou sur notre site web. Merci encore et je vous souhaite une belle journée à toutes. Merci. Merci Merci. infiniment, merci à tous et à toutes. Merci.